L'État clé de Kano dans le nord du Nigeria tombé aux mains du parti au pouvoir. Le résultat rendu public par le bureau local de la commission électorale suite au scrutin du 23 mars dernier est sans appel. Le candidat de l'APC, parti au pouvoir, a remporté environ 36 000 suffrages de plus que son rival le plus proche. Son score global bondit de ce fait à 1 33 695 voix, soit 8 982 voix de plus qu'Abba Kabir Youssouf, lui assurant de fait la victoire. L'opposition a aussitôt contesté le résultat en raison de violences ayant entaché le vote samedi. Le PDP, déclaré perdant à l'issue du scrutin, entend contester le résultat en justice. Le porte-parole du parti accuse vertement l'APC, la Commission électorale nationale et les agences de sécurité de faire ensemble bloc contre la démocratie. Kano est l'État le plus peuplé du Nigeria après celui de Lagos. La population y a plébiscité Buhari à 77% lors de la présidentielle fin février, mais il avait perdu plus de 430 000 voix par rapport à 2015. Les élections régionales sont âprement discutées au Nigeria où les gouverneurs sont des personnalités puissantes et influentes contrôlant les finances de leur État et des domaines clés allant de l'éducation à la santé en passant par les infrastructures. Les actions ont souvent plus d'impact direct sur la population que celle du président. C'est un grand jour pour nous, puisque l'équipe nationale du Bénin vient de remporter une grande victoire. Et nous avons vu dans quelle liesse populaire ça s'est déroulé. Ça veut dire que nous sommes capables du meilleur dans ce pays. Puisse cette victoire des écureuils inspirer toute la classe politique nationale, pour que nous ayons aussi dans la liesse populaire des élections inclusives avec justement toute la classe politique nationale. Ceci dit, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, ce week-end des 23 et 24 mars 2019 est une date particulière pour nous à l'Union sociale libérale. Nous fêtons le premier anniversaire de notre création. C'est pour cela que nous vous avons invité pour vous remercier pour l'écho dont nous avons pu bénéficier auprès de vous pendant ces 12 premiers mois de notre animation de la vie politique du Bénin. C'est aussi l'occasion de jeter un regard critique sur ce qui n'a pas pu fonctionner entre vous et nous, selon nos disponibilités. Nos remerciements à l'endroit de toutes les autres forces politiques béninoises pour l'accueil qui nous a été réservé. Accueil bienveillant ou non? L'USL croit qu'il est encore possible de sortir de la crise par ses moyens en appelant chacun à ses responsabilités. Elle déplore les postures des partis de la mouvance et en appelle au président de la République pour qu'il dise publiquement quelle est sa position face à ces postures. Comment comprendre en effet que lorsque le président de la République appelle au consensus, c'est-à-dire au rapprochement des positions de chaque formation politique, les partis politiques qui le soutiennent proclament leur entrée dans la discussion sans aucune proposition. Sur quoi pourrons-nous faire des rapprochements de positions alors? Il n'y aura pas d'élection législative sans l'Union sociale libérale. Une délégation gouvernementale s'est rendue ce dimanche sur les lieux de la tuerie, la plus sanglante qu'ait connue le Mali depuis au moins 6 ans, soit depuis la fin des principaux combats de l'opération lancée en 2013 pour chasser les groupes djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du pays. Elle s'est produite en pleine visite du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali et au Burkina Faso voisin. L'attaque survenue ce samedi à l'aube et imputée à des chasseurs Dogon présumés a coûté la vie à plus de 130 personnes, toutes d'ethnie Peul. Au lendemain du massacre, le gouvernement malien a dissous une milice de chasseurs Dogon et limogé les chefs d'état-major des armées, de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Ces limogeages au sommet de la hiérarchie militaire interviennent également après l'attaque djihadiste le 17 mars dernier contre un camp de l'armée à Dioura, au cours de laquelle 26 soldats ont péri. Depuis l'apparition il y a 4 ans dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture. Les Dogons ont créé leur propre groupe d'autodéfense, dont l'association Dananan Ambasagou.
La succession du président Alassane Ouattara, qui n'a pas exclu de briguer un troisième mandat, est déjà dans toutes les têtes en Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan a annoncé ce week-end qu'il est candidat à la candidature du Front populaire ivoirien, parti fondé par Laurent Gbagbo pour la présidentielle d'octobre 2020, mais à condition que l'ancien président ne se présente pas. Pour le président du FPI, il est important d'aménager un plan B au cas où le président Laurent Gbagbo ne serait pas là. Acquitté par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo est actuellement en liberté conditionnelle à Bruxelles en attendant un éventuel procès en appel. Le FPI est secoué depuis 2013 par une crise interne entre des réformateurs dont Pascal Affi-N'Guessan qui veulent tourner la page Gbagbo et ont pris la tête du parti à la suite d'une décision de justice et des historiques qui restent sur une ligne d'opposition dure au président ivoirien Alassane Ouattara et qui boycottent les différents scrutins électoraux et se présentent comme les gardiens du temple. Le parti est depuis divisé en deux branches rivales qui utilisent tous deux le nom FPI. Plus de 1000 personnes ont été contaminées par le virus Ebola depuis le début de l'épidémie qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo, la plus grave après celle en Afrique de l'Ouest en 2014. Ce seuil a été franchi après que 10 nouveaux cas confirmés aient été enregistrés à Vuoyi, Katoa, Butembo, Beni et Lubero. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 1er août 2018, le cumul des cas est de 1009, dont 944 confirmés et 65 probables, a annoncé le ministère de la Santé dans son bulletin épidémiologique diffusé ce dimanche soir. Il s'agit de la plus grave épidémie d'Ebola après celle qui a fait plus de 10 000 morts en 2014 en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Avant d'être une urgence de santé publique, une épidémie d'Ebola est avant tout un drame humain et social, note le docteur Oli Ilunga Kalenga, ministre de la Santé. Il s'est néanmoins félicité du fait que la riposte conduite par le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, ait permis de limiter l'extension géographique de l'épidémie pendant plus de 8 mois. Le docteur Oli Ilunga Kalenga a estimé qu'au-delà des avancées médicales, seule l'appropriation de la riposte contre Ebola par la communauté peut conduire à la fin définitive de l'épidémie d'Ebola, la plus meurtrière de l'histoire de la RDC. Selon un décret présidentiel rendu public lundi, Ali Darassa, chef de l'Unité pour la paix en Centrafrique UPC, Mahamat Al-Khatim, chef du Mouvement patriotique pour la Centrafrique MPC, et Bissidi Suleiman, alias Sidiki, chef du groupe armé Retour Réclamation Réconciliation 3R, ont été nommés conseillers spéciaux militaires à la primature. Le décret précise que les conseillers spéciaux ont rang de prérogatives de ministres délégués. Ces 3 importants chefs rebelles en Centrafrique seront chargés auprès du Premier ministre Firmin Gribada de la mise en place des unités spéciales mixtes prévues par le dernier accord de paix de Khartoum, signé le 6 février dernier à Bangui. Ces unités seront composées de membres de forces armées centrafricaines et de groupes armés qui contrôlent 80% du territoire centrafricain. Vendredi dernier, le président Faustin-Archange Touadéra avait déjà désigné un nouveau gouvernement qui accordait davantage de portefeuilles aux groupes armés signataires de l'accord de Khartoum, sans toutefois leur confier de ministères régaliens. L'accord de Khartoum, signé le 6 février, soutenu par tous les partenaires de Bangui et préparé depuis 2017 par l'Union africaine, est le 8e signé depuis le début de la crise en Centrafrique en mars 2013. Il faut dire qu'aucun des précédents accords n'a abouti à un retour de la stabilité. Cet atelier porte sur le plan stratégique pays du PAM pour une fin zéro au Bénin. Il sera mis en œuvre durant 5 années, soit au cours de la période 2019-2023. Le programme est fondé sur les enseignements tirés des recommandations des évaluations du plan stratégique 2015-2018. Le nouveau document prévoit l'amélioration de la gestion des cantines scolaires au Bénin. Les cantines scolaires constituent le volet principal de ce plan stratégique. Voyez-vous, pour ne pas disperser les efforts, il y a déjà un grand travail qui se fait et qui constitue aussi l'une des priorités phares du gouvernement, c'est le programme national d'alimentation scolaire. Alors, le PAM a pensé que pour les 5 ans à venir,
il fallait mettre beaucoup plus de l'accent sur comment rendre ce programme véritablement intégré. On parle d'intégrer. Intégrer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un ensemble d'activités autour des cantines scolaires pour que le programme lui-même soit fiable, viable et durable. Ce qui veut dire que pendant les 5 ans à venir, toutes les actions que nous allons faire ici devraient avoir un lien directement ou indirectement avec les cantines scolaires. Le but, c'est qu'à la fin, que le programme des cantines scolaires ne disparaisse pas. Voyez-vous que les enfants sont maintenant habitués à manger, vous voyez l'ambiance, vous voyez tout ce qui se passe autour des écoles. Il faut maintenant consolider cela. C'est comme ça que les cantines scolaires seront comme une porte d'entrée, mais tout autour, on va les lier avec la production agricole, avec des questions liées à la nutrition, avec des questions liées à l'hygiène alimentaire, à la santé, à l'eau, à l'assainissement. Les principales activités déclinées dans le plan ont pour vision d'améliorer l'accès des populations béninoises à la nourriture et de mettre fin à la malnutrition. Il se dégage à la présentation du plan que l'alimentation scolaire sera la porte d'entrée pour mettre en œuvre d'autres initiatives d'impact à l'endroit des communautés cibles. Les effets stratégiques attendus sur les populations cibles à l'horizon 2023 devraient permettre d'apporter des solutions aux problèmes de malnutrition et de la faim dans les communautés vulnérables. La brigade territoriale de gendarmerie de Barani, située dans la province de la Kossi, a été la cible d'une attaque terroriste menée par un groupe armé non identifié aux environs de 5 heures locales et GMT, a indiqué à l'agence France Presse une source sécuritaire. Une autre source sécuritaire a souligné que l'attaque a occasionné la mort de 4 gendarmes et d'importants dégâts matériels, dont un véhicule incendié. Des opérations de ratissage ont été entreprises par les forces de sécurité et sont toujours en cours, a ajouté la même source. En octobre 2018, la même brigade territoriale de gendarmerie avait déjà subi une attaque au cours de laquelle un gendarme avait été tué et 3 autres blessés. Un assaillant avait été abattu lors de la riposte des éléments de sécurité. Aussi, 5 militaires avaient déjà été tués le week-end du 17 et 18 mars dans l'Est. Le Burkina Faso, pays sahélien, est confronté depuis 4 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes. D'abord concentrées dans le nord du pays, elles ont ensuite frappé la capitale et d'autres régions, notamment l'Est. Attribuées principalement aux djihadistes du groupe Ansarul Islam et du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ces attaques ont fait depuis 2015 plus de 310 morts selon un décompte de l'agence France Presse. Ouagadougou a été touché à 3 reprises depuis 2016 avec un bilan total de près de 60 morts.